Quand un enfant disparaît, tout le monde suit généralement l'enquête. Mais parfois, la personne qui devrait souffrir le plus se retrouve sous le coup des soupçons, sa propre mère. Seulement, il s'avère impossible de prouver sa culpabilité, même après 25 ans. Le 6 août 1985, un garçon nommé Timothy Wilsey est né. Ses proches l'appelaient simplement Tim. Au printemps de 1991, il a eu 5 ans. Il vivait avec sa mère dans une petite ville de South Amboy, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. Un endroit tranquille. Ces mêmes rues où tout le monde se connaît. Fin mai, pendant le week-end du Memorial Day, Tim s'est rendu à un carnaval avec sa mère, Michelle Lodzinski. Le parc d'attractions se trouvait non loin de là, dans la ville voisine de Serville. Chaleur de mai, des foules d'enfants, la musique des manèges. À l'origine, la nièce de Michelle, Jennifer, âgée de 14 ans, devait les accompagner avec sa mère. Mais les plans ont changé au dernier moment et la rencontre n'a pas eu lieu. La raison n'est pas claire. Ça ne s'est tout simplement pas fait. Le 25 mai 1991, vers 7 heures du soir, Michelle et son fils sont arrivés au parc. Le soleil ne s'était pas encore couché. La femme a acheté des billets pour plusieurs attractions. Le garçon la tenait par la main. Puis ils se sont approchés d'un distributeur de soda. Un moment ordinaire. Il fait chaud. On a soif. Michelle s'est détournée pendant quelques minutes à peine pour payer son achat et prendre la boisson. Le bruit des pièces. Le vrompissement mécanique du distributeur. Quand elle s'est retournée, Tim n'était plus là. La nièce, Jennifer, devait être amenée par une amie de sa mère, une femme nommée Danielle, qui travaillait comme nounou. Elle n'avait qu'un quart d'heure de retard. 15 minutes, ce n'est pas beaucoup. Mais quand elles sont arrivées, elles ont trouvé Michelle seule. Elle se démenait dans la foule, essayant de retrouver son fils, le visage tendu, les mains serrées. En voyant les nouveaux arrivants, elle a immédiatement annoncé. Elle s'est détournée un instant et l'enfant a disparu. Sa voix était calme, presque sans émotion. On le remarquera plus tard. Le groupe s'est séparé pour les recherches. Jennifer et la nounou ont immédiatement trouvé un policier de service et ont demandé de l'aide. L'officier en uniforme patrouillait dans la zone. Michelle lui a également parlé. Elle a décrit l'apparence de son fils. Un t-shirt rouge, un short rouge avec un dessin, des baskets avec des tortues ninja. Le garçon aimait ce thème. Elle a déposé une déclaration de disparition et l'agent a commencé à ratisser le parc. Méthodiquement, attraction par attraction. La fête a été immédiatement interrompue. La musique s'est tue, la zone a été bouclée et une fouille minutieuse a commencé. Le soir, la zone de recherche s'est élargie, d'abord aux forêts voisines, puis encore plus loin. Le garçon était introuvable. Il commençait à faire nuit. Il n'y avait pas de caméra de surveillance à cette époque, pas d'enregistrement, seulement les paroles des témoins. Le lendemain, des équipes de recherche se sont jointes à l'opération. Ils ont accueilli l'aube déjà dans la forêt. Les autorités de l'État ont fourni un hélicoptère et une équipe de plongeurs pour inspecter 2 étangs à proximité. L'eau était trouble, le fond était vaseux. Des centaines de volontaires se sont joints à l'opération de sauvetage. Ils ont ratissé une vaste zone avec les forces de l'ordre. Pendant plusieurs jours, ils ont inspecté le parc et ses environs. Des chiens, des talkie-walkie, des chaînes de personnes en gilet orange. Mais il n'y a eu aucun résultat. Le garçon semblait s'être volatilisé. La famille soutenait Michelle. Selon son père et sa sœur, elle avait l'air d'une mère accablée de chagrin.
Elle restait assise en silence. Elle fixait un point. La femme ne pouvait pas imaginer qu'une telle chose puisse lui arriver. Quelques semaines avant la tragédie, Michel avait acheté à son fils un costume de fin d'études pour la maternelle, une petite veste, un nœud papillon. Il se préparait pour la fête, prévoyait de rendre visite à la sœur de Michel en Floride pendant les vacances d'été. Les billets n'étaient pas encore achetés, mais ils en discutaient déjà. Tout suivait son cours, la vie ordinaire d'une jeune mère.
Pendant un certain temps, elle a vécu avec ses parents à Long Island, puis a décidé de fonder une famille. 17 ans. Elle n'était encore qu'une gamine. Ils ont commencé à sortir ensemble. Leur relation a duré environ 3 ans. Pendant ce temps, le couple a déménagé dans le New Jersey. C'est là que Michelle est tombée enceinte. En 1985, son premier-né est né. L'accouchement a été difficile, mais le garçon était en bonne santé. Quand Timothy est né, George avait 18 ans et Michelle 17. Tous deux trop jeunes pour être parents. Ils ont décidé de continuer à construire leur famille et ont déménagé dans l'état natal du père, l'Iowa. Des champs de maïs, le silence, une autre vie. Mais la vie commune n'a pas fonctionné. 6 mois après le déménagement, Michelle est retournée dans le New Jersey, où elle a d'abord vécu chez sa sœur et son mari, puis a loué un appartement, un studio, au 2e étage. Elle a pris l'enfant et a complètement rompu les contacts avec son père. Aucune explication, juste le silence. Michelle n'a jamais dit ce que George avait fait exactement, mais après la rupture, elle n'a jamais permis au jeune homme de voir son fils. Pas une seule fois. Le père biologique ne payait pas de pension alimentaire. La femme refusait son aide. Tout ce que George envoyait à son fils par la poste, jouets, vêtements, Michelle le renvoyait, sans l'ouvrir, comme si le garçon était orphelin. Ceux qui connaissaient bien le couple pensaient que la cause de la rupture était des substances illicites, à cause desquelles le jeune homme aurait au moins une fois agressé physiquement Michelle. Des bleus sur les bras, une lèvre fendue. Les voisins entendaient des cris. George lui-même affirmait qu'elle s'ennuyait simplement du New Jersey et de sa famille, qu'elle n'avait pas aimé l'Iowa, et c'est pourquoi elle était partie. Mais cela n'expliquait pas pourquoi la femme refusait toute aide et interdisait les rencontres avec son fils. C'était trop radical. Quoi qu'il en soit, au printemps de 1991, Michelle Lodzinski, âgée de 23 ans, était une mère célibataire d'un fils de 5 ans. Elle était le seul soutien de famille pour elle-même et son enfant, essayant désespérément de s'en sortir dans la vie pour gagner suffisamment et subvenir à ses besoins et à ceux du garçon. Le loyer, la nourriture, les vêtements, tout reposait sur ses épaules. Pour cela, elle a dû changer plusieurs fois de travail, mais en raison de son manque d'éducation, rien ne fonctionnait. Elle a été assistante juridique, elle classait des documents, répondait aux appels, puis secrétaire. Puis elle a travaillé dans plusieurs magasins, la vente au détail, restait derrière une caisse toute la journée. Parfois, elle cumulait 2 emplois à la fois, le matin dans l'un, le soir dans l'autre. Son père lui envoyait de l'argent, ce qui l'aidait considérablement à payer le loyer. Sans cela, elle n'aurait pas pu s'en sortir. Concilier tout cela avec les soins d'un jeune enfant n'était pas facile. La femme comptait souvent sur l'aide de sa famille et de ses amis, qui gardaient le garçon pendant qu'elle était au travail. Quelques heures par-ci, une soirée par-là. Quand il n'y avait personne pour garder son fils, Michelle l'emmenait avec elle. Le garçon s'asseyait dans l'arrière-boutique avec un livre de coloriage. Elle était souvent en retard, ce qui nuisait à sa réputation. Les patrons n'étaient pas contents. Elle était régulièrement licenciée. Le cercle vicieux. Quand, en janvier 1990, sa sœur et son mari, qui l'aidaient au fun, ont déménagé en Floride, ce fut un coup dur pour elle. Elle s'est retrouvée pratiquement sans soutien. La dernière paille a été tirée. Alors, Michelle a envoyé son fils chez son frère dans le Minnesota pendant 2 mois pour économiser de l'argent pour préparer le garçon à l'école. Des cahiers, des crayons, un sac à dos. Elle avait besoin de souffler. Beaucoup de ceux qui connaissaient bien Michelle la décrivaient comme une mère dévouée, consacrant tout son temps libre à son fils et s'efforçant de lui donner tout ce dont il avait besoin,
Ils faisaient des randonnées ensemble, ils cuisinaient des biscuits, ils se préparaient à la maison pour l'école, ils apprenaient les lettres et les chiffres. Elle semblait être une mère attentionnée et ordinaire. Cependant, après la disparition du garçon, des opinions contraires ont émergé. Il s'est avéré que Tim était un problème dans les relations de Michel avec les hommes. Tous ne voulaient pas s'encombrer de l'enfant d'un autre et rompaient avec elle à cause de cela, l'un après l'autre. Michel était désespérée. Elle avait une vingtaine d'années. Elle ne voulait pas seulement travailler et élever son fils. Elle faisait des efforts pour arranger sa vie personnelle et a commencé à considérer son fils comme un fardeau, progressivement, inconsciemment peut-être. Un de ses ex-petits amis a décrit Michel comme une mère incompétente qui n'avait pas encore mûri et se comportait plutôt comme la grande sœur de Tim. Selon lui, la femme était inattentive à l'enfant. Elle pouvait se laisser absorber par une conversation et oublier où était le garçon. Un jour, Tim est entré dans la cour du voisin où il a été gravement mordu par un chien, un Rottweiler. Le garçon a eu 72 points de suture au visage. Les cicatrices sont restées pour toujours, bien que le voisin ait prévenu Michel à l'avance de surveiller l'enfant pour qu'il n'entre pas sur son territoire. Elle avait hoché la tête à ce moment-là, mais n'avait pas surveillé. Une de ses amies a raconté que Tim avait très peur du dernier petit ami de sa mère, un homme nommé Fred Bruno. Le garçon se cachait quand il venait. Il faisait en effet une impression désagréable, une voix forte, un regard lourd. Mais Michel ne prenait pas les peurs du garçon au sérieux. Elle disait qu'il inventait. L'ami pensait même que c'était Fred qui était responsable de la disparition de l'enfant. Une coïncidence trop commode. Le premier suspect évident était le père biologique de Tim. Logique. L'homme avait été rejeté par son ex, on lui avait interdit de voir son fils, donc un mobile pour enlever le garçon est apparu. Le ramener chez lui. La maison du père a été fouillée minutieusement. La cave, le grenier, le garage, mais aucune trace de la présence de l'enfant n'a été trouvée. L'homme a passé avec succès le test du polygraphe et avait un alibi solide. Il était au travail. Des témoins l'ont confirmé. Le dernier petit ami de Michel, ce même Fred Bruno, a également été vérifié, mais il a rapidement été retiré de la liste des suspects. Un alibi également. Un polygraphe également. Lorsque le FBI s'est joint aux recherches de Tim, les agents ont immédiatement soupçonné que Michelle Lodzinski n'était pas tout à fait celle qu'elle prétendait être. Son comportement semblait étrange, trop calme, comme si la femme ne se souciait guère de ce qui se passait. Elle avait des difficultés financières et avec les hommes, une tension constante. Pour les jeunes mères célibataires, le stress constant et les difficultés deviennent parfois une raison de penser à se débarrasser de l'enfant comme principale source de problèmes. Certaines confient leurs enfants à des parents, d'autres renoncent à leurs droits parentaux, et certaines mères tuent même leurs enfants. Les statistiques connaissent de tels cas. Michel est rapidement devenue la principale suspecte dans la disparition du garçon, voire dans son meurtre. Les autorités voulaient comprendre ce qu'elle lui avait fait, où elle avait mis le corps. Quelques jours seulement après la disparition, la femme a été soumise à un test au détecteur de mensonges. Elle a échoué au test. Les aiguilles s'affolaient. Une semaine plus tard, un deuxième test a été effectué, mais le résultat était le même. Encore un échec. Selon l'expert qui supervisait le processus, la jeune mère présentait de très fortes sautes d'humeur, ne regardait presque jamais dans les yeux, le regard de côté, vers le sol, n'importe où, mais pas sur son interlocuteur. Il semblait qu'elle se préoccupait davantage de son propre bien-être que de celui de l'enfant. Plusieurs signes évidents de tromperie ont été identifiés. Une respiration irrégulière. Les mains tremblaient. Et plus tard, les agents ont découvert que Michelle mentait à ses amis proches, affirmant qu'elle avait en fait réussi le test. Pourquoi ?
Tout cela a attiré l'attention intense du public. La famille et les voisins ont remarqué que la mère ne montrait pas d'émotion particulière et ne souffrait pas de la disparition de l'enfant. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle restait simplement assise. Pendant ces jours, Michel est apparu à une conférence de presse pour annoncer la disparition de son fils et appeler les personnes concernées à participer aux recherches. Des caméras, des microphones, des flashs. Beaucoup ont remarqué que la femme semblait trop calme, parlait sans émotion, comme si elle lisait un texte sur une feuille. Monotone, sans pause. Ce seul fait est devenu une raison pour des soupçons encore plus grands. Une vague de critiques s'est abattue sur elle. Les voisins chuchotaient, la presse écrivait des titres. Les proches qui soutenaient la jeune femme affirmaient qu'elle souffrait beaucoup, mais se comportait de manière réservée en public, simplement à cause de son caractère. Tout le monde ne sait pas montrer son chagrin. Le fait le plus suspect était les changements dans les déclarations de Michel concernant l'histoire de la disparition de l'enfant. Dans le mois qui a suivi la disparition, la jeune mère a ajouté à son récit un grand nombre de petits détails qui sont apparus progressivement à chaque nouvelle conversation avec les forces de l'ordre. D'abord une version, puis une version légèrement différente, puis encore une autre. Ensuite, son comportement a déconcerté les enquêteurs, car l'histoire de sa présence dans le parc a commencé à se transformer au point d'être méconnaissable. Si au début il s'agissait d'une simple inattention, elle s'est retournée, l'enfant n'est plus là. Alors de nouveaux personnages ont commencé à apparaître. Tout a abouti à une histoire d'enlèvement, impliquant des personnes armées. D'abord 2 hommes, puis un homme et une femme. Les détails changeaient. Les forces de l'ordre ne savaient plus quoi croire. Les enregistrements des interrogatoires se contredisaient. Maintenant, Michel était convaincu que son fils était retenu quelque part, vivant. Elle a déclaré que cette certitude n'était pas apparue de nulle part, mais après un appel d'un inconnu sur son numéro de téléphone fixe, la nuit. Une voix d'homme, inconnu. L'inconnu affirmait que l'enfant serait rendu dans un mois si elle ne paniquait pas. C'est pourquoi elle montrait un tel sang-froid. Logique, semblait-il. Il n'a pas été possible de confirmer ces informations. Les appels n'étaient pas enregistrés. Mais pourquoi inventer tout cela? Quel était le but? Le comportement suspect de Michel a poussé les détectives à examiner de plus près la jeune mère. Compte tenu de l'ancienneté de la disparition, on pensait que le garçon ne serait plus retrouvé vivant. Les jours passaient, les semaines. Les banques ont fourni des informations aux enquêteurs lorsqu'ils ont essayé de savoir si Michel avait reçu d'importants transferts d'argent pour la vente présumée de son fils, le marché noir des adoptions. Cependant, aucune transaction importante n'a été identifiée. Sa situation financière n'avait pas non plus changé. Le même revenu, les mêmes dépenses. Ensuite, tous ses biens ont été fouillés. Sa maison, sa voiture, des mandats, des chiens. On a décidé que la mère avait elle-même tué le garçon, mais aucune tache de sang n'a été trouvée nulle part, ni sur les murs, ni sur le sol, ni dans le coffre. Ils ne se sont pas arrêtés là. Les experts en criminalistique ont utilisé du luminol pour détecter du sang effacé dans la maison et la voiture de Michel. Une lumière chimique dans l'obscurité. Mais cela non plus n'a pas été trouvé. Propre. Cependant, les autorités ont réussi à semer le doute sur la véracité des paroles de la jeune mère auprès de tout le monde, y compris ses proches, en raison de ses mensonges constants. La confiance avait disparu. Un de ses amis a accepté que sa voiture soit mise sur écoute, un microphone sous le siège. Il devait attirer Michel et essayer de lui arracher des aveux.
des questions suggestives, de longues pauses. Mais cela n'a pas fonctionné. Au cours des 11 mois suivants, aucun enregistrement ou déclaration compromettante n'a été obtenu, mais les histoires incohérentes ont continué. Elles continuaient à changer les détails. 3 longs interrogatoires de la femme ont été menés, pendant des heures. Mais, à l'exception d'informations contradictoires, Michel n'a fourni aucune nouvelle piste. Elle ne comprenait pas pourquoi les détectives se concentraient autant sur elle. Elle restait convaincue que son fils était vivant et qu'il devait être rendu. On lui avait promis 1 mois, puis 2. Puis 1 an. En octobre 1992, une percée a eu lieu. Un instituteur se promenait dans le quartier d'un complexe industriel le long de la rivière Raritan et a découvert une basket avec une image des Tortues Ninja. Une seule, sale. On savait que Tim aimait beaucoup ces personnages. Des affiches sur les murs, des jouets. Le passant avait vu des reportages sur la disparition du garçon et savait que peu de temps avant la disparition, Michel lui avait acheté des chaussures similaires. La mémoire a fonctionné. L'homme a décidé que tout cela pouvait être lié. Alors il s'est adressé aux forces de l'ordre pour que les autorités puissent comparer les informations. Lorsque la basket a été montrée pour la première fois à Michel, elle a d'abord déclaré que ce n'étaient pas les chaussures qu'elle avait achetées à l'enfant. Catégoriquement. Et elle a fourni toute une liste de caractéristiques distinctives, une teinte différente, des lacets différents. Mais ensuite, elle a commencé à douter. Une pause, un regard de côté, et elle a déclaré que peut-être la basket appartenait à son fils. Peut-être. Tout cela semblait suspect. Les policiers ont continué à creuser et ont découvert que Michel Lodzinski avait auparavant travaillé dans ce complexe industriel, non loin duquel les chaussures avaient été trouvées au moment de la disparition de Tim. Coïncidence ? Un autre fait compromettant était qu'elle n'en avait pas parlé aux détectives. Elle l'avait caché. Pendant ce temps, ses collègues ont déclaré qu'après la disparition du garçon, le comportement de la jeune femme avait changé. Elle était devenue plus silencieuse, plus distante. Maintenant, pendant les pauses déjeuner, elle faisait souvent des promenades le long de l'eau près de son travail, sans expliquer pourquoi. Seule, elle se tenait simplement là et regardait la rivière. Après la découverte de la basket, des rumeurs sinistres ont commencé à circuler et les agents du FBI ont décidé d'inspecter plus attentivement la zone. En fouillant la rive, ils ont découvert une deuxième basket, identique à la première, une paire, ainsi que des lambeaux de vêtements, dont la description correspondait au costume de Tim dans lequel il avait disparu, du tissu rouge, décoloré. À environ 200 mètres de ces objets, on a découvert quelque chose d'encore plus inquiétant. Dans une anse d'eau stagnante, on a trouvé les restes squelettiques d'une petite personne, un enfant. Les os de l'enfant et plusieurs objets se sont retrouvés entre les mains des forces de l'ordre le 23 avril 1993. Les experts en criminalistique avaient des lambeaux de vêtements, des jouets semblables à ceux que Tim aimait, une figurine en plastique d'une tortue. Le plus précieux était un crâne humain, petit, d'enfant. On pensait que tout cela appartenait au fils disparu de Michel. Il est à noter que la mère n'a de nouveau montré aucune réaction émotionnelle lorsqu'on lui en a parlé. Le détective a observé son visage. Rien. Pas une larme. Pas un soupir. À 25 mètres des restes, on a découvert une taie d'oreiller et une couverture avec un motif.
qui est devenu un autre indice curieux. Un imprimé floral. Sur sa surface, on a recueilli des fibres et des cheveux qui ont été examinés au microscope. Mais ils ne ressemblaient ni aux cheveux de Michel, ni à ceux de Tim, ni à ceux de quiconque d'autre dans la famille de la femme. Étranger. Le corps de l'enfant a été examiné attentivement. Grâce au dossier dentaire, il a été possible de confirmer que le crâne appartenait au garçon disparu. La forme des dents. Un plombage sur une molaire. En raison de l'absence de nombreux os du squelette, ainsi que de la décomposition complète des tissus mous, le médecin légiste n'a jamais réussi à déterminer la cause de la mort de l'enfant. Noyade, traumatisme, strangulation, inconnu. Michel, à cette époque, avait déjà commencé une nouvelle vie. Elle avait déménagé dans un état voisin, comme si de rien n'était. Un nouvel appartement, un nouveau travail. Il n'a pas été possible de prouver son implication dans le meurtre présumé à ce moment-là. L'affaire s'est enlisée. Les dossiers ont été archivés. Cependant, les étrangetés suspectes liées à cette femme ne se sont pas arrêtées là. En septembre 1994, à l'âge de 26 ans, Michel s'est de nouveau retrouvée au centre de l'attention. Elle passait aux informations nationales, toutes les chaînes. La femme a raconté comment 2 agents fédéraux l'avaient enlevée près de chez elle, en plein jour. Sous la menace d'une arme, ils l'ont poussée dans une voiture et l'ont emmenée à Détroit, où ils l'ont ensuite libérée, simplement déposée dans la rue. Elle est rentrée par ses propres moyens, en bus. Michel s'est même adressé au FBI, affirmant que 2 hommes l'avaient appelé plusieurs fois, l'avaient menacé, se présentant comme des agents. Ils exigeaient sa coopération et des aveux pour le meurtre de Tim. Pression. Mais Michel a continué à nier sa culpabilité. C'est pourquoi ils l'ont enlevé plus tard, pour l'intimider. Cette histoire a résonné bruyamment dans tout le pays. L'opinion publique était sous le choc. Talk-shows, journaux. Les gens se sont divisés en 2 camps. Les uns étaient indignés et exigeaient que les autorités laissent la femme tranquille. Assez de harcèlement. Les autres soutenaient la décision des agents d'improviser afin d'obtenir les aveux de la femme qui avait probablement tué son fils. Tout pour la vérité. L'éclaircissant les circonstances de l'enlèvement présumé, le FBI est arrivé à la conclusion que c'était un mensonge. La vérification l'a montré. Plus tard, Michel a avoué avoir inventé cette histoire d'enlèvement et être en réalité allée elle-même à Détroit, en bus. Elle a acheté un billet. Elle y est allée. Elle est revenue. Mais elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle l'avait fait. Juste comme ça. Les gens qui suivaient les événements pensaient qu'elle voulait simplement devenir célèbre et attirer la pitié sur elle, en se servant de la mort de son propre enfant. Naturellement, cela a provoqué une nouvelle vague de négativité. La compassion s'est évaporée. De retour de Détroit, elle a même accroché une note sur sa porte avec le message « On se revoit bientôt ». Ce n'est pas encore fini, en lettres capitales. On pensait que la principale suspecte avait également accroché cette inscription elle-même pour confirmer l'histoire de l'enlèvement. Les menaces continuent, vous comprenez ? En mai 1995, l'enquête se poursuivait, mais Michel était déjà jugé pour autre chose. La jeune femme a été condamnée à 6 mois d'assignation à résidence et à 3 ans de probation pour avoir simulé un enlèvement, un bracelet à la cheville. En 1997, Michel a plaidé coupable d'un autre crime, le vol d'un ordinateur à un ancien employeur qu'elle voulait offrir à son petit ami. Encore un petit ami.
À ce moment-là, Michel était enceinte. Sa peine a donc été atténuée. Le tribunal en a tenu compte. La femme a été condamnée à une assignation à résidence de 4 mois et à 3 autres années de probation. Encore un bracelet. L'affaire Timothy n'était toujours pas résolue. Au contraire, elle était dans une impasse. Même les agents du FBI ne pouvaient rien faire. Les technologies des années 90 ne permettaient pas une analyse plus détaillée des indices pour obtenir des preuves matérielles contre la mère biologique du défunt. L'expertise ADN existait, mais elle était imparfaite. Mais on n'a pas oublié Tim. L'enquête n'a progressé qu'en juin 2011, lorsque le bureau du procureur du comté a repris le travail. Une nouvelle équipe de détectives a été formée. Jeune, ambitieux, elle devait analyser les matériaux existants à l'aide de méthodes innovantes. Nouvel équipement, nouvelles approches. On considérait que la preuve la plus solide qui pouvait lier Michel à la mort du garçon était une couverture à motif, car il n'y avait évidemment pas de couverture avec eux au parc d'attractions. Ce jour-là, il faisait chaud, c'était en mai, et l'emporter avec soi dans les attractions n'avait aucun sens. Aucun des témoins au parc ne l'a vu, pas une seule mention. Si un étranger avait enlevé le garçon, il n'aurait pas pu utiliser cet objet. D'où un ravisseur aurait-il la couverture de la maison de l'enfant? On supposait que la mère l'avait prise intentionnellement de la maison pour envelopper le corps. Selon les détectives, la couverture aurait dû être vue par des personnes qui avaient parlé avec la suspecte avant le meurtre de l'enfant. Ils ont recommencé à parler avec ses parents et amis. Appels, visites. Parmi les anciens collègues, des témoins se sont manifestés, affirmant avoir vu Michel l'utiliser. Oui, je me souviens, les petites fleurs. Au début des années 2000, Michel Ladzinski vivait au Minnesota avec son nouveau mari et leur fils commun, une nouvelle tentative de famille. En 2003, ce mariage s'est brisé. Encore un divorce. Michel a déménagé en Floride alors qu'elle était enceinte de son 3e enfant, de nouveau seule. Ici, elle a accouché, a acheté une maison, s'est installée avec ses 2 enfants et a travaillé comme assistante juridique dans un cabinet d'avocats. Les mêmes responsabilités qu'il y a 20 ans. Elle gardait des photos de son premier-né, qui était décédé, honorait sa mémoire et voulait que ses frères connaissent l'existence de Tim. Un cadre sur l'étagère. L'enquête sur sa mort se poursuivait, silencieusement, mais elle se poursuivait. Un des détectives menant l'enquête en 2011 a pris la couverture trouvée sur la rive près des restes de l'enfant et s'est rendu chez la nièce de Michel, Jennifer, qui était au parc d'attractions le jour de la disparition du garçon. Pendant cette période, elles s'étaient beaucoup éloignées l'une de l'autre et ne communiquaient plus. Des années de silence. Après avoir regardé cet objet et écouté les suppositions de l'enquêteur, Jennifer a immédiatement compris que l'objet appartenait à Michel. Elle l'avait vu à plusieurs reprises dans la maison de la femme avant la disparition de Tim. Je me souviens, Jennifer couvrait le garçon avec cette couverture quand elle le gardait. Il l'aimait. 2 autres femmes qui aidaient à s'occuper de Timothy ont également identifié la couverture, exactement la même. Le cercle s'est enfin refermé. Il est devenu évident que la couverture ne pouvait pas se trouver accidentellement à côté du corps. Cela signifiait que la mère l'avait apportée avec l'enfant sur le territoire du complexe industriel, pensant que le corps n'y serait jamais retrouvé. Un endroit calme. Personne. La femme a été arrêtée 20 ans après la disparition. Les menottes, le mandat, et elle a été accusée du meurtre de son fils. On supposait que le procureur avait suffisamment de raisons de la considérer coupable de meurtre au 1er degré, prémédité. Les audiences ont attiré de nombreuses personnes concernées. Les opinions étaient partagées. Ce fut un procès difficile qui s'est déroulé de mars à mai 2016.
La salle était pleine. Les caméras n'étaient pas autorisées. La seule nouvelle preuve étaient les paroles de plusieurs témoins qui ont confirmé que la couverture trouvée près du garçon appartenait à sa mère. La nièce a témoigné au procès contre sa tante, déclarant qu'elle avait vu cette couverture dans sa maison. Elle était maintenant convaincue de la culpabilité de Michel Ladzinski, sans aucun doute. Au procès, un certain nombre de témoins ont déclaré n'avoir jamais vu cette couverture dans la maison de Michel. Jamais. Elle n'apparaissait non plus sur aucune des nombreuses photos où elle était avec le garçon dans sa maison. Toutes les photos ont été vérifiées. De nouvelles fibres et de nouveaux cheveux ont été prélevés sur cet objet et envoyés pour expertise. Un laboratoire moderne. Ils ont été analysés beaucoup plus minutieusement que les tests microscopiques de 1991. ADN. Mais tous ont également confirmé qu'aucun des cheveux n'appartenait ni à Michel ni à Tim. Des cheveux étrangers. D'où venaient-ils ? Outre cet objet, l'accusation s'appuyait sur le comportement étrange de la jeune mère. Ses déclarations contradictoires, son calme en discutant de tout ce qui concernait l'enfant décédé, semblaient indiquer son application. L'avocat a raisonnablement convaincu les jurés que cela ne suffisait pas pour considérer l'accusée comme une meurtrière. Des preuves indirectes, uniquement indirectes. L'endroit où les restes ont été découverts se trouvait à seulement quelques centaines de mètres du bâtiment où Michel Ladzinski travaillait à cette époque. Proche. C'était un endroit discret où presque personne ne passait. Zone industrielle. Michel le savait et aurait pu choisir délibérément cet endroit pour y cacher le corps. Il y a une logique. Le procureur était convaincu qu'il y avait trop de preuves indirectes et qu'elles menaient toutes à la mère du garçon. Une toile d'araignée. Cependant, l'avocat de la femme a déclaré que du 25 mai 1991 à avril 1993, lorsque le corps a été retrouvé, plusieurs grosses tempêtes avaient eu lieu. Des averses. Des experts indépendants ont confirmé que la rivière Haritan, dans une anse de laquelle le crâne et les objets ont été découverts, était sortie de son lit. 2 fois. Elle-même n'était pas si loin du parc d'attractions d'où Tim avait disparu, donc l'eau aurait pu transporter les preuves à cet endroit. Le courant. Cela était indirectement confirmé par le fait que de nombreux fragments du squelette du garçon n'ont jamais été retrouvés. Les côtes, les os des bras. Emportés. La tactique de l'accusation a quelque peu changé par rapport à la version de l'enquête de 1991-1993. L'accusation a insisté sur le fait que Tim n'avait pas disparu dans le parc d'attractions. Il n'y était même pas allé. Nouvelle version. On a proposé aux jurés une nouvelle option. En réalité, Michel y est venu seul, s'étant déjà débarrassé de son fils et a invité ses parentes pour simuler un enlèvement, un spectacle. Les témoins ont donné des informations assez contradictoires, ce sur quoi l'avocat s'est appuyé. Quelqu'un avait vu Tim pour la dernière fois la veille de sa disparition et le lendemain matin, il n'était plus nulle part et personne n'avait vu le garçon. De plus, l'enfant semblait contrarié la veille de sa disparition et Michel était en colère. Elle lui criait dessus. Quelqu'un d'autre a affirmé avoir vu un petit garçon ressemblant à la description dans le parc, un t-shirt rouge. Cependant, il y avait beaucoup d'enfants au carnaval. Il était donc facile de confondre Tim avec un autre garçon. Tout cela semblait très discutable, peu fiable. Michel s'est surtout fait du tort à elle-même, car elle a donné des témoignages si contradictoires lors de l'enquête initiale que les jurés ne pouvaient pas la croire. La confiance était perdue. Elle avait même plusieurs versions de l'histoire de l'achat de soda, le moment même où l'enfant a disparu selon ses dires. Au départ, elle affirmait s'être simplement retournée pour payer et prendre la boisson. 1 seconde. Et quand elle s'est retournée,
Le garçon n'était plus là. Plus tard, l'histoire a beaucoup changé, voire radicalement. Elle a parlé d'un ravisseur, un seul homme, puis de 2 ravisseurs qu'elle avait vus dans la foule, emmenant son enfant, par la main. Puis elle a commencé à affirmer qu'un homme et une femme avaient emmené le garçon après qu'ils aient fait un tour sur l'une des attractions, un carrousel. La grande roue. Au début, elle-même était menacée de mort, un couteau sous la gorge. Plus tard, des histoires ont fait surface avec des menaces au couteau, une amie nommée Ellie, que Tim aurait rencontrée. Ils se seraient enfuis ensemble quelque part. Mais le garçon n'est pas revenu. Ellie a également disparu. Tout cela était si contradictoire que le mensonge de Michel était évident, et en même temps inexplicable si elle n'était pas impliquée dans la mort du garçon. Pourquoi mentir à ce point ? Cependant, l'avocat estimait que ses inventions n'expliquaient pas son implication dans la mort. Le trouble, voilà l'explication. Néanmoins, le défenseur avait une explication pour toutes ces étrangetés. Une expertise psychiatrique indépendante a montré que Michel Nadzinski souffrait d'un trouble dissociatif de la personnalité. Documenté. Tout cela aurait pu conduire à l'apparition d'histoires complexes et contradictoires. Fantasmes. Faux souvenirs. Selon l'avocat, cela a commencé et s'est manifesté de manière particulièrement vive en 1991, juste après la disparition de son fils. Le traumatisme a déclenché le mécanisme. C'est ainsi qu'on expliquait les étrangetés de son comportement. C'était une réaction à un stress et un choc très fort. La psyché se défend. L'expertise a confirmé le trouble, le diagnostic en main. Il y avait d'autres témoignages. Parfois, la jeune femme se comportait comme une harceleuse, obsessionnelle. Par exemple, un ancien petit ami a déclaré qu'elle l'avait appelé plus de 1000 fois en une semaine. 1000 appels, avant qu'il ne saisisse la justice. On a réussi à la calmer qu'en la menaçant d'obtenir une ordonnance restrictive, un document juridique. Ainsi, l'avocat attribuait les mensonges de Michel à la maladie, y compris l'histoire de l'enlèvement. Pas une faute, mais un symptôme. L'accusation au procès a insisté sur le fait que Michel avait tué son fils parce qu'elle l'avait mis au monde hors mariage à un très jeune âge et qu'elle rencontrait des difficultés financières et émotionnelles constantes. L'enfant a en effet grandi pendant une période très difficile de la vie de la femme, une pression de toutes parts. Michel ne communiquait pas avec le père de l'enfant, ne laissait pas son fils communiquer avec lui et n'acceptait aucune aide, un isolement complet. Elle n'avait personne avec qui laisser son fils. À cause de lui, elle ne pouvait pas organiser sa vie personnelle. Les relations avec les hommes n'aboutissaient pas. Le cercle se refermait. Tout cela ne faisait qu'aggraver la situation. Ça s'accumulait. Même les membres de la famille Lattinsy étaient divisés lors des audiences. Si le père et la sœur de Michel pensaient qu'elle était une bonne mère, son frère et sa nièce Jennifer déclaraient qu'elle était probablement impliquée dans le meurtre du garçon. Famille contre famille. La défense a choisi une tactique controversée. Le principal témoin au procès était un homme nommé Damien Dowdell, un habitant de l'Arizona, qui a raconté une histoire de son compagnon de cellule, Bernard McShane. Selon l'homme, il a un jour entendu celui-ci avouer comment son compagnon de cellule avait tué un enfant dans un parc d'attractions près d'Atlanta. Une conversation d'ivrogne. Des questions se sont immédiatement posées concernant l'endroit où cela s'était produit. Cela ne correspondait pas. Atlanta, c'est en Géorgie, pas dans le New Jersey. Mais Damien a tout mis sur le compte des inexactitudes du récit du meurtrier lui-même et de ses propres souvenirs. Le temps avait passé, les détails s'étaient estompés. Damien a passé au total 18 ans en prison pour 3 vols à main armée de banque. Un passé criminel. Libéré en mars 2015, il a lancé sa propre enquête.
car il a trouvé une similitude entre l'histoire de son compagnon de cellule et l'affaire de Tim Wilsey. Il se prenait pour un détective privé, mais ces témoignages controversés n'ont pas suffi à semer le doute chez les jurés. De plus, il a été considéré comme un témoin peu fiable. Le mobile, la gloire, l'argent. En mai 2016, Michelle a été reconnue coupable du meurtre de son fils, commis 25 ans avant le procès. Le verdict: elle a été condamnée à 30 ans de prison. La salle s'est figée. Après le verdict, les jurés ont parlé aux journalistes, rapportant que leurs opinions étaient partagées. Tous n'étaient pas d'accord pour dire que la femme était une meurtrière. Le vote n'a pas été unanime. Ils ont été convaincus par les témoignages étranges de la mère elle-même. Il semblait qu'elle cachait manifestement quelque chose. Mais pourquoi le ferait-elle si elle était innocente? La logique est simple. Immédiatement après, l'équipe de défense de Michelle a repris l'affaire avec une nouvelle vigueur. Ils ont tenté d'obtenir son acquittement, notamment au motif qu'il n'y avait aucune preuve matérielle confirmant la culpabilité de la femme dans la mort de l'enfant. Pas de sang, pas d'ADN. De nombreuses vérifications, des tests ont été effectués, mais nulle part on n'a trouvé ni le sang du garçon, ni de traces indiquant que Michelle l'avait tué et caché le corps. Rien de matériel. Après que l'appel a été rejeté, l'avocat s'est tourné vers la Cour suprême, l'instance suivante. Il a alors mis l'accent sur le fait que on ne savait absolument pas comment Tim était mort. La cause du décès n'a pas été établie. Peut-être qu'il s'est simplement enfui du parc et est mort de mort naturelle. Un accident. Personne ne l'a tué. De plus, selon lui, de nombreuses normes selon lesquelles une accusation de meurtre et une condamnation ont lieu avaient été violées. Des vices de procédure. Le juge en chef s'est récusé, conflit d'intérêts, et les autres juges se sont retrouvés dans une impasse, laissant la condamnation en vigueur. Les voix étaient partagées. Après cela, le défenseur ne s'est pas calmé. Il est retourné à la Cour suprême, tenace. Il a convaincu d'appliquer une règle rarement utilisée, autorisant une nouvelle audience avec un autre juge. À l'issue du nouveau procès, une légère majorité l'a acquitté, libre. À ce moment-là, Michelle Ladzinski avait passé plus de 7 ans derrière les barreaux, 7 ans de sa vie. En 2023, la femme est retournée auprès de ses fils en Floride. La maison. La famille. La Cour suprême a rejeté les arguments de l'accusation concernant le mobile. Le procureur affirmait que de tels cas n'étaient pas rares. Si une jeune mère célibataire est confrontée à des problèmes financiers et sociaux, elle peut voir comme seule issue le meurtre de son enfant. Mais cela ne suffisait pas pour condamner une femme à 30 ans de prison, trop faible. Il est curieux de noter qu'après sa libération, le frère de Michelle, qui avait témoigné contre elle lors des audiences, a déclaré que les jurés avaient eu raison de condamner sa sœur pour meurtre. Je crois qu'elle est coupable. Il a insisté sur le fait que l'avocat n'avait pas réparé une grande injustice, mais l'avait en fait enlevée au petit Tim. La justice n'a pas triomphé. Quoi qu'il en soit, selon les lois de l'État, Michelle ne peut plus être poursuivie dans cette affaire, même si de nouvelles preuves contre elle apparaissaient à l'avenir. Une nouvelle poursuite est interdite. Le père biologique du garçon, George, croit toujours que Michelle est liée d'une manière ou d'une autre à la mort de leur fils. L'a-t-elle fait elle-même ou c'est elle qui l'a fait? La question demeure. De nombreux membres de la famille de Michelle la considèrent également coupable en raison de son comportement étrange, de la contradiction de ses témoignages lors des interrogatoires, ainsi que de la simulation d'enlèvement par les agents du FBI. Ils ne comprennent pas pourquoi Michelle a dépensé tant d'efforts et de temps pour toute cette absurdité,
qu'il aurait été préférable de consacrer à la recherche de la vérité dans l'affaire de son fils, de l'énergie dans le vide. Officiellement, l'affaire du meurtre de Tim Wilson n'est pas résolue, mais beaucoup pensent que la mère s'en est simplement tirée à bon compte.